C'est bon? Bon bah bonjour à tous, je pense pas que je connaisse tout le monde donc je vais me présenter assez rapidement. Moi je suis Paul, je suis arrivé en septembre à l'IXI et je suis alternant, je suis là pour 2 ans et aujourd'hui je vais vous parler du coup des technologies pour le développement mobile. De mon côté je fais un peu de mobile, j'en ai fait en perso surtout, pas vraiment dans mes études. Ça va faire 1 an que je suis sur une application React Native et donc là ça a été un peu l'objectif de faire un peu un état de l'art de tout ce qui se fait dans le mobile pour avoir une sorte d'idée, un premier jet de tout ce qui est disponible. Donc on va d'abord partir sur savoir quel type d'application mobile il existe. On va plus se focus sur le développement cross-platform aujourd'hui. On va voir les limites du développement cross-platform aussi. Et on va voir quelques outils qui peuvent être intéressants pour le développement mobile. Donc d'abord, on va commencer par les applications natives. Je pense qu'elles sont connues de tous. C'est les applications qui sont codées en Kotlin, en Swift. Donc pour iOS, c'est Swift et pour Android, c'est Kotlin. Donc ça n'a pas vraiment de preuve à faire. On sait que c'est des très bonnes performances. Ça fonctionne très bien. Il y a des très bonnes animations, des bons rendus, une très bonne interaction, étant donné que c'est très proche du système aussi. Il y a une très grande fiabilité en termes de sécurité, puisqu'il y a des mises à jour qui sont faites directement par le système d'exploitation. On a aussi l'accès à l'API native qui est complet, dans le sens où on va pouvoir accéder au Bluetooth, au podomètre sans souci, puisque c'est encore une fois fourni par le producteur du système d'exploitation. Et on a aussi du coup la beauté de l'application, la cohérence graphique avec les autres applications. On a accès à des composants natifs qui permettent d'avoir vraiment une cohérence et donc du coup d'être mis plus en avant dans les stores pour des contraintes de performance, d'esthétique, etc. Maintenant, les inconvénients des applications natives, c'est que du coup, nécessairement, elles sont natives et donc elles demandent un coût de développement qui est 2 fois plus grand si on veut un cross-platform. Si on veut le faire sur iOS et sur Android, on va avoir besoin de 2 équipes de développement ou en tout cas de 2 compétences. Et donc, ça va forcément engendrer un coût de développement plus élevé. Et surtout, il va falloir garder une forte cohérence entre les plateformes pour avoir en gros la même application développée 2 fois, mais de 2 manières différentes. On va faire un petit tour aussi par les PWA, donc les Progressive Web Apps. On ne va pas vraiment s'y attarder aujourd'hui, dans le sens où elles ont des avantages, mais qui ne nous intéressent pas trop dans le cadre de notre recherche. Mais je pense que c'est important quand même de noter qu'elles existent. En gros, c'est comme un grand site web amélioré. C'est très facile à développer puisque c'est basé sur du HTML, du CSS et du JS. Ça fonctionne du coup partout. C'est disponible en hors ligne. Pareil, on peut avoir accès à des composants natifs. Et il y a une taille qui est en gros réduite de notre application. Par contre, on a des fortes limitations techniques, c'est pour ça qu'on ne va pas vraiment se pencher sur le sujet aujourd'hui. On a très peu accès aux API natives, ou en tout cas il faut se baser sur des bibliothèques, des choses externes qui peuvent être un peu rebutantes pour des développeurs professionnels. Et on a surtout une très forte limitation d'Apple qui fait qu'on sort tout de suite du contexte cross-platform, dans le sens où Apple refuse les notifications push pour les Progressive Web Apps et en gros, pour faire très simple, rejette les Progressive Web Apps de l'App Store. Donc là où c'est possible de mettre une application de Progressive Web App sur le Play Store, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué sur l'App Store, donc on a beaucoup moins d'intérêt aujourd'hui à aller sur ce style d'application. Il faut aussi noter que ça a forcément des plus faibles performances. Pour faire simple, ce sont des applications qu'on va plus utiliser quand on veut développer quelque chose de rapide et de simple et d'efficace. Ce qui va nous intéresser, nous, ça va être plus le contenu cross-platform. Donc ce qui va être intéressant, c'est que ça fonctionne partout, globalement partout, en tout cas sur le mobile, sur le web. Il y a même des technologies qui font que ça fonctionne sur le bureau. Ça a une très forte popularité aussi dans la communauté de développement. Donc il y a des forts accès à des documentations, à des librairies. On n'est jamais vraiment perdu en commençant l'apprentissage d'un langage cross-platform. On a des performances qui sont très correctes. On va le voir dépendamment un peu de la techno qu'on utilise, mais globalement très correctes. On a un code qui est partagé, donc on enlève la contrainte du coup de la cohérence dont on parlait tout à l'heure sur les applications natives. On va avoir vraiment plus du coup une seule code base et une seule équipe de développement qui est liée à ce projet-là. Donc forcément c'est un gros avantage. On a aussi la présence du auth reload qui est simplement en gros de soit CTRL-S et on voit directement comme quand on fait un site web quoi. On voit directement le changement. Ça c'est vraiment pratique aussi, même dans l'expérience de développement dont je vais parler un peu tout à l'heure. Et on a aussi un accès aux API natives qui est à 95-99% du temps très facilité et pour la grande majorité suffisant.
Maintenant, les inconvénients, c'est que comme je disais au début, le natif a forcément de meilleures performances. Ça, c'est quelque chose qui est su aussi. Maintenant, c'est de savoir, du coup, est-ce que le manque de performance est si notable que ça? On peut avoir, comme je disais, un problème avec des API natives très spécifiques. Par exemple, ARKit, qui est pour faire de la réalité augmentée en iOS. C'est assez niche, mine de rien, même si ça doit être notifié quand même. On a aussi une UX qui peut du coup dépendre un peu du développeur, dans le sens où par exemple si on fait du React Native, on peut très bien faire quelque chose qui sort complètement de ce qui se fait en Android, si on fait une application plus basée Android. On peut avoir du coup les mêmes contraintes que quand on fait deux applications différentes, des bugs spécifiques à des plateformes. Il y a aussi une montée en compétences qui est nécessaire, dans le sens où ici, je crois qu'il y a des gens qui ont fait un peu de Flutter, d'autres du Kotlin. Maintenant, il y a Kotlin multiplateforme aussi, dont je vais parler tout à l'heure. Il y a React Native où il faut avoir une mini montée en compétences, mais si on sait faire du React, ça passe. Donc c'est quand même à noter. Et on a forcément une dépendance au framework on ne dépend plus seulement du constructeur du système d'exploitation, mais on dépend de quelque chose de relativement tierce. Et les applications sont souvent légèrement plus grosses. Donc je vais d'abord parler assez brièvement de cette technologie. Donc c'est le .NET MAUI. C'est une nouvelle technologie qui a été lancée par Microsoft. Du coup c'est la suite de Xamarin. On ne va pas beaucoup en parler aujourd'hui. Je fais juste un bref visuel dessus parce que on s'est priorisé sur 3 autres technologies qui nous semblaient plus pertinentes. Et vu que je suis alternant, j'ai aussi pas vraiment le temps d'explorer toutes les possibilités. Et donc on a privilégié d'autres technologies que celle-ci, mais elle est importante d'être notée aussi. C'est une technologie qui du coup se fait en C#. Elle a le hot reload, des bonnes intégrations des API natives. Globalement ça fonctionne très bien, il y a des très bonnes performances. Et pareil, ça s'implémente du coup sur énormément de plateformes, donc c'est très pratique. Maintenant c'est relativement nouveau et donc la documentation est aussi un petit peu... en tout cas moins fournie, ça reste largement faisable, mais c'est tout de même moins fourni que les autres qu'on va voir tout à l'heure. Et on a d'autres contraintes telles que le fait que ce soit relativement limité pour le web, qu'on a de temps en temps besoin de code natif, qu'on peut avoir des limitations de performance dans des cas très avancés, et que Chrome OS et Linux ne sont pas non plus supportés, donc c'est pareil, important de le notifier. On va utiliser des applications .NET MAUI quand on est habitué de l'environnement Microsoft et quand on sait globalement déjà faire du C# et qu'on n'a pas besoin de faire une montée en compétences. Ça peut être dans ces cas-là intéressant si on a une équipe de développeurs du coup, qui est déjà là-dessus. Ensuite, du coup, là, je vais vous parler du projet concret. Donc, c'est un petit projet, c'est une application crude très simple de to-do list que du coup j'ai réimplémenté 3 fois dans les 3 technos dont je vais vous parler tout à l'heure. Donc ça ressemble à ça. Vous y aurez accès sur le GitLab de l'entreprise. C'est une application où on peut globalement insérer des tâches, les modifier, les cocher ou les supprimer, tout ce qui est de plus basique. L'objectif avec ce projet-là, c'était d'avoir une UI qui est la même pour tous, pour voir quelles difficultés on rencontre en fonction des plateformes, et pour tester globalement comment est-ce que, moi de ce que je en disais, je suis très habitué à React Native, pas du tout à Kotlin et Kotlin multiplateforme, et pas du tout à Flutter non plus. Et donc j'avais besoin de voir un peu à quoi ça ressemblait en réalité. Et donc on va d'abord parler de Flutter. Donc Flutter, ça a des très bonnes performances. Je crois ici qu'il y en a qui ont déjà fait du Flutter. Ça a des très bonnes performances parce que ça possède son propre moteur de rendu. Ça a une très forte documentation, une configuration qui est très simplifiée aussi. Le guide de démarrage est très simple. En étant nouveau dans Flutter, j'ai vraiment pas eu de mal à apprendre la techno en main. À faire du Flutter basique en tout cas, je ne pense pas avoir le niveau de faire du Flutter avancé, mais pour me débrouiller, pour faire un truc relativement propre, c'était largement faisable. On a aussi la présence du hot reload qui est largement facilitant. Et il faut aussi noter que c'est quand même 39% du marché des applications mobiles. Donc la montée en compétence de Dart, parce que du coup c'est l'inconvénient majeur de Flutter, c'est qu'il faut savoir faire du Dart. La montée en compétence, elle est à nuancer puisque Dart c'est pas réellement très compliqué non plus à prendre en main, c'est pas le langage le plus exigeant. Pareil, faire du Dart facile, faire du Dart classique, c'est pas très compliqué. Maintenant, faire du Dart avancé, pareil, ça demande quand même une montée en compétences et de l'expérience. Derrière, on a une taille des applications qui est en moyenne un peu plus élevée. Et on va avoir des difficultés un peu plus sur les très très lourds calculs, les applications du style 3D, jeux vidéo, etc. Ça va peut-être pas être vraiment la technologie à prendre. Donc je peux vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble, un code Flutter. Et donc en gros, tac, est-ce que vous voyez ou... Ouais. Encore? Tac. Là c'est mieux? Ouais.
Donc en gros là c'est simplement le bottom screen là, que je vous ai montré pour ajouter une tâche tout à l'heure sur la capture d'écran. Et donc on peut voir que c'est assez facile à prendre en main et à comprendre, surtout comme code quand il est plutôt bien structuré. C'est pas très compliqué, le projet est aussi composé comme un projet web assez classique avec les composants, les inputs, tout comme on pourrait l'organiser sur un projet web. Et donc on a par contre le style qui n'est pas du tout comme ce qu'on peut faire en CSS où on va faire du inline ou alors vraiment des styles un peu format indenté là. On va plus avoir des balises, par exemple la balise padding juste ici, qui va du coup nous dire qu'on va avoir un padding pour l'élément qu'on met en enfant. Donc voilà. Donc Flutter, il a quelques cas d'usage, notamment un cas d'usage dont j'ai parlé brièvement tout à l'heure, c'est le fait de faire des applications basiques et rapides pour faire des sortes de maquettes, des minimum viable products. C'est très facile à prendre en main, donc on va avoir vraiment pas trop de contraintes à faire un truc qui tient la route et qui peut être présentable assez tôt. On a aussi des applications qui sont centrées sur l'UI parce qu'on peut avoir une UI qui est plus ou moins complexe en Flutter, c'est pas du tout un problème, c'est plus quelque chose à prendre en main, cette nouvelle manière de faire du style. Il y a des très bonnes performances et on a un multiplateforme qui est total dans le sens où l'application que je vous ai montré tout à l'heure tournerait en application de bureau et en web. Forcément il y aurait des ajustements de style à faire. Pareil pour les bottom screens qui montent, ça n'aurait pas trop de sens dans des applications de bureau, mais globalement ça s'intègre très bien. Et on a du coup quelques applications comme Google Pay, SNCF Connect, etc. qui font confiance du coup à Flutter. Ensuite, on va parler de React Native. Du coup, React Native, ça va être une technologie qui va être un peu plus simple à prendre en main, à mon sens, dans le sens où il me semble qu'on a une équipe un peu plus axée React. Et en gros, ce qu'il faut avoir comme idée, c'est que React Native, c'est globalement que la surcouche de style qui va changer un petit peu. On n'utilise plus des divs, mais des views. Ça va changer un petit peu sur vraiment l'UI. Maintenant, la logique métier, la logique de gestion des états, ça va être la même. Donc la montée en compétences, elle est vraiment à relativiser sur du React Native. Il y a une très très grande communauté open source. C'est très facile de trouver les réponses à ces questions quand on commence aussi. Il y a du coup forcément une très forte documentation. Il y a la possibilité de faire du JavaScript et du TypeScript, ce qui est un fort avantage aussi sur le marché du développement où beaucoup de gens savent en faire. Il y a le hot reload et la réutilisation de composants, pareil à Flutter, mais aussi des composants natifs qui nous permettent du coup d'avoir l'UI qui se rapproche du natif. Et c'est quand même du coup 42% du marché. Et donc ça représente vraiment quelque chose à mentionner. On va avoir une configuration qui est relativement plus complexe à Flutter, mais ça reste à nuancer, c'est vraiment pas si compliqué. Si on veut faire un projet assez classique, il n'y aura vraiment pas du tout d'inconvénients. Le problème de React Native et ce qui fait que c'est pas la techno qui sort non plus du lot, c'est qu'on va avoir du coup ce pont de compilation par JS. Le problème aussi de React, c'est par rapport aux performances, c'est légèrement moins bon que Flutter. Et donc si on privilégie vraiment une application liée à la performance, on va aller sur quelque chose du style Flutter ou Kotlin multiplateforme. Et souvent on va avoir des tailles relativement volumineuses pour nos fichiers. Donc React Native, comme je disais, je vais vous montrer aussi un petit exemple de composant. Donc je vais peut-être zoomer encore. Tac. Donc là par exemple ça va être simplement sur l'application là où il y a marqué to do avec la date. Donc on peut voir que c'est vraiment du code React classique. On a du coup cette variable qui nous permet, cet identificateur de plateforme qui nous permet de faire du code dépendamment des plateformes. Là par exemple sur les applications, j'ai juste marqué iOS ou Android en fonction de la plateforme. Donc on voit que ça tient en une ligne, ça peut être très facile à mettre en place aussi, c'est comme un switch vraiment dans l'UI quoi. Et on peut voir du coup qu'au lieu des divs, on a simplement des views avec du coup un style pour le coup inline ou alors un style en... Je ne sais pas si je l'ai ici. On peut en gros créer un objet de style où c'est un style sheet create et c'est vraiment le même principe que React pour le coup. Voilà, et donc comme je disais, on va avoir une facilité de prise en main aussi parce qu'on a souvent tous un peu l'habitude d'avoir touché un peu à ce style de développement. Donc on va pouvoir faire des applications MVP très faciles, très simples. Si on a un budget ou un temps de développement qui est restreint, ça va être aussi une très bonne solution. Ça a des bonnes performances, des performances correctes, même si, comme je le disais, c'est pas le meilleur en termes de performance. Et ça peut être une très bonne idée si on a une équipe de développement qui est familière à JavaScript et à tout l'aspect React qui va du coup vraiment prendre ça en main très facilement. Et derrière, du coup, on a des applications relativement connues aussi qui font confiance à React Native, Instagram, Airbnb, Pinterest, etc. Voilà. Et donc, on va passer maintenant... Ouais. Ça, du coup, ça tourne dans un... J'ai une question, c'est pour React Native, ça tourne dans un navigateur, ça ?
Non, en fait, ça tourne vraiment comme Flutter, par exemple. Donc c'est-à-dire qu'il convertit les widgets, en gros... Mais en gros, il y a ce pont de compilation-là qui fait que ça part d'abord en JS, et après ça va en langage système. D'accord. Du coup, il y a vraiment cette perte-là, quoi, qui est du coup là où Flutter a son propre compilateur, donc ça va nécessairement plus vite, quoi. Ok. Voilà. Donc maintenant, on va continuer sur Kotlin multiplateforme, et ça va être du coup la dernière technologie qu'on va voir aujourd'hui. Donc d'abord, le grand avantage de Kotlin multiplateforme, c'est sa popularité, en tout cas la popularité de Kotlin. Je crois ici qu'il y a pas mal de gens aussi qui ont déjà fait du Kotlin. On va avoir la possibilité de migrer des applications préexistantes d'Android. Donc c'est vraiment facilitant aussi si un client a déjà une application Android et qui veut aller sur quelque chose de cross-platform, ça peut être vraiment un argument de taille. Ça a pour le coup des très bonnes performances, c'est sans aucun doute le meilleur des trois. Ça a des performances très similaires aux natifs. Il y a un très bon entretien de la part de JetBrains de cette techno. Et pareil, on peut faire du multiplateforme très global. Maintenant, un des inconvénients, c'est le fait que ce soit relativement nouveau, qu'on a besoin de connaître d'autres stacks, dans le sens où on va avoir besoin de faire du Swift de temps en temps. Donc on met un petit peu en péril notre idée de faire vraiment du cross-platform avec une seule codebase et une seule stack. C'est aussi très peu propice au minimum viable product, dans le sens où c'est assez difficile, entre guillemets, à mettre en place. Les configurations peuvent être assez longues. Pareil, c'est à relativiser, c'est vraiment pas si compliqué, mais comparé aux deux technologies que je vous ai montrées précédemment, un peu plus. Et ensuite, on va avoir une taille d'application qui est un peu plus importante sur iOS. Et donc, ça peut aussi être un frein pour certaines personnes. Donc maintenant, on va passer aux exemples de Kotlin multiplateforme. Donc il faut savoir que du coup c'est conceptualisé comme ça. Un projet Kotlin multiplateforme, ça a 3 dossiers. Ça a le dossier common, Android et iOS. Et dans ces dossiers-là, donc dans le common, on va définir des expects. Pour par exemple, là c'est vraiment la même idée que ce que j'ai fait tout à l'heure en React Native, où on affiche juste iOS ou Android dépendamment de la plateforme. On va demander du coup à chaque plateforme de redéfinir le getPlatform et du coup de pouvoir. C'est comme une classe abstraite en gros en Java, quoi, où on va après pouvoir l'utiliser assez facilement. Donc c'est sur cette base-là. Et ensuite, on va pouvoir voir du coup les cas d'usage de Kotlin multiplateforme. C'est quand on a une logique métier très complexe, qu'on va vouloir partager entre plusieurs plateformes, et ça ne va pas trop nous déranger de faire un mixte un peu de Swift et de Kotlin, parce qu'on va conserver notre logique métier très cohérente et très partagée. Si on veut, comme je disais, migrer une application aussi, si on cherche des très bonnes performances ou si on a une équipe de développement qui est déjà familière à Kotlin, ça peut être vraiment un avantage dans ce sens-là. On a pareil des applications assez connues comme Netflix, McDo ou Quizlet qui font confiance à Kotlin. Donc maintenant, c'est aussi important de voir les limites du développement cross-platform. On a des limites qui sont assez visibles quand on commence aussi à travailler sur des applications même basiques. Notamment la limitation d'iOS pour tester ces appareils, enfin ces applications sur des appareils, dans le sens où il faut nécessairement un Mac avec du coup Xcode, etc. pour avoir un émulateur. On ne peut pas faire juste brancher et faire comme on pourrait faire en Android et avoir une visualisation de notre application. On n'a pas non plus Android Studio gratuit, etc. On peut avoir, je vais en parler un petit peu plus tout à l'heure, mais on peut avoir des passerelles pour cette idée-là. C'est par exemple Expo. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler un petit peu. Expo, ça va être vraiment poussé par React Native. C'est fortement combiné. C'est sur leur page d'accueil pour lancer une application, donc c'est largement accepté. Ça va nous permettre en gros de lancer une sorte de mini-serveur sur notre téléphone, de se connecter au prototype et du coup de pouvoir tester même sur iOS, de pouvoir tester les interactions, les vibrations, etc. Donc il y a quand même un confort de développement un peu plus agréable. On peut, comme je disais, avoir des API natives qui vont être relativement limitées. Encore une fois, c'est relatif dans le sens où on a bien vu que c'était sur des applications ou sur des API qui étaient vraiment spécifiques. On peut avoir une UI qui est un peu moins fidèle au natif, un peu plus sujet aux préférences du développeur, donc peut-être une marge d'erreur un peu plus forte. On peut avoir des projets un peu plus complexes dans le sens où on ne va pas se cristalliser vraiment sur que Kotlin et que Swift, on va avoir une sorte de mélange des deux, donc ça peut gonfler aussi si ce n'est pas très bien entretenu. Les tailles d'application, comme on le disait, qui sont aussi un petit peu plus volumineuses, et du coup la sécurité et la maintenance qui vont aussi être un sujet dans ces applications, puisque on n'est pas fié aux systèmes d'exploitation directement. Et donc maintenant, je vais présenter brièvement quelques outils, donc Expo et ExpoGo. Expo, globalement, c'est la technologie. ExpoGo, c'est l'application qu'on met sur le téléphone. Donc j'en ai parlé un petit peu, je ne vais pas revenir dessus.
Ensuite, on a Device Farm qui va nous permettre, c'est poussé par AWS, qui va faire en gros le browser stack des applications mobiles, quoi, et qui va nous permettre de tester sur différents appareils mobiles pour voir à quoi ça ressemble. TestLab, ça va être pareil, mais pour Firebase. On va avoir Android Studio Xcode, c'est la base. Ensuite, Espresso, ça va être pour tester des interfaces Android un peu plus complexes. Ensuite, on a Stripe pour le paiement et Flipper pour le debug. Et donc, on en arrive au bilan. On va avoir, comme vous l'avez vu, je pense, pas vraiment une solution à privilégier au final. On en a retiré 3, mais on n'en a pas une où on va vraiment partir sur ça à 100%. L'idée, ça va être plus de faire une sorte d'arbre décisionnel aussi, de se demander en fonction de quel projet on a quels moyens et du coup, qu'est-ce qu'on veut mettre en place. C'est aussi fortement lié aux préférences, je pense, des développeurs. Je pense être aussi assez biaisé du fait que avoir une expérience dans un des 3 langages, dans une des 3 technologies, ça fait que je vais avoir tendance personnellement à être plus à l'aise sur React Native, là où d'autres ici vont être plus séduits par Kotlin ou Flutter. Maintenant, ce qui est aussi important à noter, c'est que les montées en compétences sont relativement faciles aussi et qu'il y a de nombreux outils qui existent pour faciliter le développement dont j'ai montré un peu une sorte de résumé tout à l'heure. Et donc, c'est la fin pour ma présentation. Donc, si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas. Ouais. Moi j'ai une question. Tiens Antoine. Merci. J'ai une question. Quand tu parlais de performance, tu disais forcément quand on est en natif c'est mieux et cross-platform c'est moins bien. C'est sur quel type d'aspect, est-ce que c'est sur les animations, est-ce que c'est sur les chargements, le rendu, tout ça, et dans quel ordre, ça veut dire, est-ce que c'est 2 fois plus lent ou est-ce que c'est genre 5% plus lent ou... Déjà, du coup, il faut voir que ça dépend un peu des technos. Par exemple, Kotlin multiplateforme, tu fais une application Android dans Kotlin multiplateforme, ça va tourner comme du natif en gros. Donc ça, déjà, c'est un avantage. Maintenant, si on part par exemple de React Native, pour avoir vraiment le pire entre guillemets en termes de performance, ça va être un peu plus parlant. On peut avoir par exemple, si tu charges un calendrier dans une vue qui monte, dans une bottom view là, ça peut être un peu saccadé par exemple. C'est des choses toutes bêtes, mais si tu gères pas bien ton composant avec, c'est comme en React quoi. Faut bien gérer sa mémoire avec les mémos, etc. Ça peut avoir un rendu, pareil c'est sur émulateur donc c'est à nuancer aussi, mais globalement tu peux avoir peut-être un manque de fluidité dans des cas un peu poussés. Et par contre, si tu vas avoir vraiment un manque de fluidité, j'ai pas pu tester ça encore, mais c'est ce que j'en ai vu d'après mes recherches, tu vas vraiment avoir un manque de fluidité sur des trucs vraiment très exigeants, genre la 3D, le jeu vidéo vraiment où ça nécessite un rendu de ressources, etc. Donc pour des applications où vraiment on va plus cliquer un peu partout, tu verras pas du tout la différence, les animations vont très bien se régler. Mais quand tu vas un peu plus dans une spécificité de performance, c'est peut-être en effet un peu moins la solution, quoi. J'ai une deuxième question tant que j'ai le micro. Est-ce que quand tu passes sur du cross-platform, c'est plus difficile la montée des versions par exemple d'Android ou d'iOS? Est-ce que c'est plus ou moins facile de s'assurer ça pour le coup, compatible? De mon côté, j'ai pas pu encore le tester vraiment personnellement. J'ai pas vu vraiment ça semblait pas être une grosse difficulté en tout cas dans les recherches que j'ai pu mener, mais je pense que ça va être aussi la suite du projet d'études un petit peu là pendant le restant de ma période ici, de pouvoir, comme on en parlait tout à l'heure, de pouvoir aller un peu plus loin sur même justement cet aspect de performance, de montée de version, de testabilité aussi. Mais je te dirais que de ce que j'en ai vu, ça n'a pas l'air d'être très évoqué comme problématique, quoi. Tu as testé à chaque fois les emblèmes Android et iOS sur les 2 technos? Non, justement, ouais. Et c'est pour ça que c'est là, encore une fois, c'est pour ça aussi que je parlais de nuancer l'idée. On est plus sur une sorte de premier jet aussi de présentation, etc. Dans le sens où pour l'application React Native, j'ai pu la tester sur les 2, sans problème, en passant du coup par Expo. Pour les autres applications, c'est que sur l'émulateur Android. Et donc pour l'instant, on est vraiment sur la base de développement Android, etc. Et on va avoir du coup, en effet, pareil dans la suite du développement, plus de volonté d'aller sur la recherche d'API native, demander à Apple par exemple son API Bluetooth, etc. Ça va être aussi un peu plus parlant pour voir les limitations concrètes, quoi. Et puis exécuter sur iOS, quoi. C'est ça. C'est pas simple à faire. Carrément, c'est pas si évident. Ouais. Okay.
Parce que je voulais voir si tu avais un peu testé la cible iOS de Kotlin, la cible de compile, mais du coup, ok, merci. Sur la partie Kotlin multiplateforme, tu évoques un inconvénient qui est qu'il y aura toujours une présence de Swift. J'ai pas très bien compris. Tu pourrais un peu. En fait, il faut avoir l'idée à peu près qu'un projet peut très bien se faire sans. C'est pas forcément toujours. C'est que quand tu vas monter sur un projet vraiment plus ambitieux, tu vas vouloir faire du Swift ou du Objective-C. En gros, tu vas avoir 80% de code base partagé. Et tu vas devoir abstraire des éléments et potentiellement définir des éléments aussi en Swift. Pareil, ça rejoint du coup la question tout à l'heure, de tester à quel point c'est nécessaire et à quel point c'est du confort ou pas. De ce que j'en ai vu, pareil, dans mes recherches, ça semble être quand même notifié plusieurs fois qu'il y a ce début d'inconvénient de devoir au moins savoir toucher un peu au Swift pour avoir une application vraiment qui tient la route dans les deux plateformes, quoi. Mais est-ce que c'est plus que sur les autres approches ? Ah oui, beaucoup plus, parce que dans les autres, en fait, on va pas du tout parler de Swift ou de Kotlin, quoi. On va vraiment, par exemple, sur React Native, on va avoir une seule code base et c'est tout. Donc il n'y a pas du tout d'abstraction de faire des modules en Swift ou même en Flutter. On va pas du tout faire des modules spécifiques. On va utiliser toujours le même langage, en fait. Je sais pas si c'est... T'as pas des fois où, pour des trucs vraiment spécifiques, tu dois faire des trucs, je sais pas, en C++ ou... Bah, dans l'idée, je pense que si tu vas vraiment dans quelque chose de très très spécifique. Maintenant, sur React Native, par exemple, je suis sur à peu près 1 an de projet et j'ai pas... Enfin, je suis vraiment sur une seule code base, vraiment simple, avec de temps en temps justement le platform.iOS, etc., qui me sert, mais vraiment... c'est vraiment plus sur l'aspect style, parce que par exemple, le paging et le margin ne veulent pas dire la même chose du coup dans les deux stacks, et donc ça va être un peu plus... Enfin, ça va vraiment être des choses très, très classiques, quoi. Voilà. Est-ce que tu as une idée de l'évolution des tendances ? Parce que là, tu as donné des chiffres à l'instant T, mais comment ça évolue ? L'évolution des tendances, de ce que j'en ai vu, déjà, Kotlin multiplateforme, ça semble quand même un peu monter. Mine de rien, c'est relativement nouveau, etc. Flutter, de ce que j'en avais vu, je crois que ça stagne, ou même ça descend un petit peu. C'est pareil, il n'y a pas trop de quoi s'inquiéter non plus, je pense, mais c'est vraiment une tendance courte, quoi. Et React Native, de ce que j'en ai vu, pareil, ça stagne un peu. J'ai pas beaucoup vu d'évolution vraiment majeure. Il y a une technologie qui est en train de percer toute l'évolution, quoi. Ok. Ces chiffres, ils viennent d'où ? Les chiffres ? Les pourcentages là d'utilisation ? Je saurais plus trop dire le site en tant que tel, mais c'était recroisé en gros sur plusieurs ressources, quoi. Est-ce que tu as exploré en Kotlin multiplateforme le fait qu'en fait aujourd'hui tu peux dire je fais du Swift que pour l'UI, mais je fais un back mutualisé. C'est aussi à la base, en fait, c'était ça à la base. Bah justement, ouais. Voilà. En fait, c'est ce que je sais plus dans quel slide c'est, mais c'est que vraiment la logique métier va être complètement partagée en gros. Il n'y a vraiment aucun souci sur ce truc-là. Maintenant, c'est pour ça que je parlais aussi un peu de préférence, dans le sens où si vraiment tu veux avoir une UI qui est complètement commune aux deux, c'est possible de faire quelque chose complètement en Kotlin, quoi. Par exemple, cette appli-là, elle est complètement en Kotlin. Il n'y a vraiment aucune touche de Swift, quoi. Puisqu'elle est relativement basique et je n'avais pas besoin d'aller vraiment plus loin que ça. Donc ouais, complètement la logique métier, et c'est pour ça que c'est très intéressant. Il y a des très bonnes perfs, et quand on a une logique métier qui est vraiment complexe, là on a vraiment l'idée de se dire qu'on partage la logique métier, donc on la code pas deux fois, et en plus on peut avoir une équipe qui est du coup moins composée de moins de personnes aussi, pour régler s'il faut l'UI de Swift, quoi. Ouais, ok. Merci. Super, merci beaucoup.